Il fait sombre à présent dans le salon des Tuileries où des laquais commencent à allumer le gaz, jetant des regards méprisants vers ces deux cloches avec leur descente de lit, qui s'imaginent encore que Sa Majesté va les recevoir. Un soleil couchant flamboie à travers les frondaisons qui ont vu la fuite de tant de rois et qui verront bientôt celle de l'impératrice, la très bigote et très coquette Eugénie. Ces arbres noirs contre le ciel rouge sous lesquels j'ai peint la vie moderne, songe Manet, bien mieux, bien plus décisivement, n'en déplaise à ce pauvre Baudelaire que son Constantin Guis, ces arbres ont vu tomber les rois comme feuilles mortes qu'on ramasse à la pelle. Bas de soie, souliers à boucles, pantoufles de verre, robes de satin, perruques poudrées, épées damasquinées, jeunes princes, majestés, dames de compagnie, autant en emporte le vent. Le 10 août 1792, à l'aube, sous les feuilles qui commencent à jaunir, nous dégoûte la rosée, ce sont Louis XVI et sa femme qui fuient l'émeute, Marie-Antoinette serrant ses enfants dans ses amples jupes, lui impassible comme toujours, lent et lourd, même lorsque la populace, sous la terrasse des Feuillants, le salue du nom de gros cochon, lui, le roi pour quelques heures encore. Entre les feuilles qui commencent à jaunir, dans le jour qui se lève, les oiseaux se taisent, affolés par la fusillade. Puis c'est le tour de Marie-Louise et du roi de Rome, sous les frimas, alors que les premiers bourgeons crèvent la peau des branches, mauves, laquées, obscènes. Puis, un an plus tard, c'est le podagre Louis XVIII et toute sa valetaille noble, cloutée de bijoux, bagousés, de l'argenterie plein les poches, des pièces d'or cousues dans leurs basques, leurs habits si lourds que les coutures en craquent. C'est à minuit, le dimanche des Rameaux, qui vit le Christ entrer à Jérusalem, que le roi quitte les Tuileries, fuyant le retour de l'ogre corse. Les hautes cheminées du palais crachent des tourbillons d'étincelles qui illuminent la pluie, ce sont les papiers qu'on brûle, Chateaubriand puis Aragon raconteront ça. En juillet 1830, toute sa morgue n'empêche pas Charles X de fuir comme un royal lapin par les allées du jardin que l'été en poussière, sous les vertes frondaisons, juste avant que la foule ne pille le château. Le 24 février 1848, Louis-Philippe, hagard, écroulé dans un fauteuil, semble ne pas entendre la fusillade qui crépite vers le palais royal, ni les admonestations des ministres qui lui disent qu'il faut partir, sire, il faut partir. Soudain, il revient à lui, arrache épaulettes d'argent, grand cordon, décoration, et le nouveau Richard III commande un chapeau rond, une redingote, et bientôt voilà un vieux bourgeois aux bajoux tremblantes qui se hâte par les allées enneigées, entre les branches noires de l'hiver où volent des corbeaux. Parvenu essoufflé sous les lions de pierre qui gardent l'entrée de la place royale, sans la moindre vergogne, il fait descendre mesdames de Joinville et de Nemours d'un fiacre pour s'y jeter lui-même avec la reine. Victor Hugo raconte ça magnifiquement. Finalement, songe Manet, c'est le gros Capet qui aura été le plus digne. Mais voici qu'un chambellan vient, cérémonieux et secrètement insolent, les avertir que Sa Majesté, à son grand regret, ne pourra pas les recevoir.